Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire d'aujourd'hui est digne d'un thriller. C'est une affaire tellement bizarre, avec trop de points d'interrogation. D'ailleurs, elle a passionné les Américains à l'époque. J'avais vu un documentaire sur cette affaire il y a un moment, mais comme c'était hyper long et compliqué, je l'avais mise de côté. La vidéo sera longue, vous l'aurez compris, il y aura beaucoup d'informations, donc concentration les gars. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. On est le jeudi 28 août 2003 à Erie en Pennsylvanie. Erie, c'est une petite ville de 100 000 habitants bordée par le lac Erie. Aux alentours de 14h30, un homme du nom de Brian Wells entre à la PNC Bank avec une étrange canne à la main et une sorte de collier autour du cou caché par un t-shirt. Il prend une sucette sur le comptoir et fait calmement la queue devant le guichet avant de dépasser tout le monde et se poster devant la guichetière. Il a plusieurs feuilles de papier à la main. Il tend l'une des feuilles à la guichetière qui la saisit intriguée. Elle la lit et elle comprend tout de suite ce qu'il se passe. Il s'agit d'un braquage. Sur la feuille, il y a des instructions à l'attention du chef de l'agence. Il doit remettre 250 000 $ à Brian Wells. Il est écrit qu'il porte une bombe autour du cou qui explosera si on ne lui remet pas l'argent. La guichetière est paniquée, forcément, mais ce qui la trouble le plus, c'est l'attitude de Brian. Il est calme, il ne montre aucun signe de stress, alors qu'il est censé porter une bombe autour du cou. La guichetière explique à Brian que le directeur de l'agence n'est pas présent et que c'est le seul à avoir accès au coffre-fort. Donc elle ne peut pas lui remettre cet argent. Cela dit, elle peut lui donner ce qu'elle a dans son tiroir, environ 8 000 $. Brian accepte, il récupère l'argent et il ressort de la banque, totalement serein. La guichetière prévient aussitôt la police du braquage et tandis que des agents de police prennent la direction de la banque, Brian se dirige devant McDonald's, qui est à côté de la banque. Là, il récupère un bout de papier scotché sur un panneau publicitaire, puis il remonte en voiture. Brian prend la direction de la route, mais il est aussitôt pris en chasse par des voitures de police. Il s'arrête sur le parking d'un opticien. Là, plusieurs policiers lui intiment l'ordre de sortir de son véhicule. À ce moment-là, il est un peu plus de 14h40. Brian sort de sa voiture, les mains en l'air. Un agent de police le menotte. Et c'est là que Brian lui explique qu'il a une bombe autour du cou et qu'on l'a forcé à braquer la PNC Bank. Il raconte qu'il est livreur de pizza, il est parti livrer 2 pizzas 1 heure plus tôt. Et là, 3 hommes noirs l'ont attrapé, ils lui ont mis la bombe autour du cou et ils lui ont remis 9 feuilles d'instruction. Il devait d'abord braquer la banque, puis récupérer une note devant le McDonald's. Et cette note lui permettait ensuite de remonter jusqu'à l'endroit où se cache la clé du collier de la bombe pour la retirer de son cou. La bombe est censée exploser dans moins d'1 heure. S'il ne résout pas l'énigme, il va mourir. Les agents de police trouvent cette histoire complètement loufoque. Mais dans le doute, l'un des agents prend des ciseaux et il coupe le haut du t-shirt de Brian. Et effectivement, Brian a une bombe autour du cou. Et elle ne semble pas factice. Là, les agents de police demandent à Brian de s'asseoir au sol pendant qu'il contacte l'équipe de déminage et d'autres agents commencent à délimiter la zone pour assurer la sécurité des patients. À ce stade, les agents de police ne savent pas si la bombe est vraiment réelle, mais par précaution, Brian est tenu en joue et il est isolé. Il n'a pas le droit de bouger. En quelques minutes à peine, les médias se rendent sur place. On peut voir Brian assis au sol et il supplie les agents de police de lui venir en aide et il leur promet qu'il ne ment pas. Les instructions sont dans sa voiture, il suffit de vérifier. Mais la police doit attendre l'équipe de déminage qui se trouve à 15 km, mais qui ne parvient pas à accéder à la zone à cause justement des bouchons créés par la délimitation de la zone. La scène est complètement surréaliste. Au départ, Brian semble calme. Il regarde les caméras de la presse, il demande de l'aide, mais au fur et à mesure, il paraît de plus en plus inquiet. Et après 3 quarts d'heure interminables, les agents de police entendent un bruit de minuteur au niveau du cou de Brian, ce qui indique que la bombe est sur le point d'exploser. Le minuteur bip de plus en plus rapidement, et Brian supplie les policiers de le détacher et l'aider, mais personne ne le secourt. À 15h18, la bombe explose devant les caméras des journalistes. Brian est propulsé au sol, la bombe lui a transpercé la poitrine, mais il respire encore. Puis après quelques minutes d'agonie, il décède, là encore sous les yeux avides de la presse. Quelques minutes après, l'équipe de déminage finit par arriver. Les agents fouillent Brian et sa voiture pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres bombes. Et ce qu'ils remarquent,
c'est que la bombe qu'il porte autour du cou est très bizarre. C'est une bombe artisanale, mais elle comporte des composés totalement inutiles, comme des fils et un téléphone en plastique. Ça leur laisse penser tout de suite que la personne qui l'a fabriquée a ajouté ces éléments pour faire croire que la bombe est très sophistiquée et certainement pour éviter qu'elle soit désactivée facilement. Il trouve également la canne qu'avait Brian quand il s'est rendu à la banque et en fait il s'agit d'une arme, un fusil chargé. Les agents de police quant à eux récupèrent les fameuses feuilles d'instructions dont a parlé Brian. Elles se trouvent dans la voiture, elles sont manuscrites et il s'agit d'une chasse au trésor. Brian devait se rendre dans 4 endroits différents de la ville pour obtenir les notes qui le mèneraient ensuite à l'endroit où se cachaient les clés pour se débarrasser de la bombe. Les instructions sont très claires, c'est assez détaillé, avec des petites illustrations pour faciliter la compréhension de la chasse au trésor. Et la lettre se termine par les mots « Agis ou tu mourras ». Bon, autant vous dire que l'enquête démarre très difficilement et c'est la première fois que les enquêteurs sont confrontés à un braquage de banque impliquant une bombe. Et là, l'enquête est divisée en 2 équipes qui sont censées collaborer. Une équipe qui est chargée d'enquêter sur les présumés braqueurs, donc les 3 Afro-Américains, et une équipe qui s'occupera des instructions remises à Brian. Donc les agents affectés à cette équipe devront remonter le parcours de la chasse au trésor. Des agents de police se rendent à la pizzeria dans laquelle Brian travaillait, Mamma Mia Pizzeria. Effectivement, il était livreur pour cette pizzeria. Là, le gérant, Tony DiTomo, leur explique que Brian a commencé sa journée tôt. Et vers 13h30, Tony a reçu un appel. Un homme voulait passer une commande pour 2 pizzas, mais il ne comprenait pas ce qu'il racontait. Donc il a passé le téléphone à Brian, qui a pris la commande et qui a noté l'adresse. Et il a accepté de livrer les pizzas alors qu'il venait tout juste de terminer sa journée de travail. Il est parti livrer les pizzas vers 14h, et à 14h30, Brian entrait dans la PNC Bank pour la braquer. Ces informations semblent corroborer les déclarations que Brian a faites avant de mourir. Il avait dit que les personnes chez qui il avait livré les pizzas l'avaient piégé et forcé à commettre le braquage. Les enquêteurs se rendent à l'adresse indiquée sur la commande. Ça a même pas 10 minutes à peine en voiture de la pizzeria, mais c'est un chemin de terre totalement isolé, près d'une tour de radio inoccupée. L'un des enquêteurs remarque au sol des traces de pneus récentes et des traces de pas et de frottement, comme s'il y avait eu une lutte. Et l'analyse des empreintes de pas et de pneus au sol démontre que les traces de pas correspondent au basket de Brian et les traces de pneus à sa voiture. Il s'est donc bien rendu à cet endroit. Donc là encore, ça corrobore ce qu'il avait dit. Les enquêteurs remontent l'appel qui a été passé à la pizzeria pour la commande et ils découvrent que l'appel a été passé depuis une cabine téléphonique publique d'une station de service à côté du lieu de livraison. Donc impossible de savoir qui a passé l'appel. Alors, petite parenthèse, l'enquête a été très chaotique dès le départ, puisqu'il y a eu une sorte de bataille entre les différentes juridictions. Au départ, donc, c'est la police d'Erié qui est mise sur l'enquête. Forcément, c'est elle qui intervient en premier. Mais là, le FBI et l'ATF se joignent aux forces de l'ordre d'Erié et se disputent l'enquête. Alors pourquoi ils se disputent l'enquête ? Tout simplement parce que l'ATF considère que dans la mesure où une bombe a été utilisée, cette enquête lui revient. Et le FBI considère que non, cette enquête lui revient puisqu'il est question d'un braquage de banque. Et à côté de ça, la police derrière considère que c'est son enquête. Bon, finalement, ce qui est décidé, c'est que les 3 juridictions travaillent ensemble, mais ça va quand même donner lieu à quelques petits dysfonctionnements puisque certaines informations ne vont pas correctement circuler entre les 3 juridictions. Le soir même de la mort de Brian, le FBI perquisitionne son domicile et on ne retrouve rien, absolument rien qui permet de faire le lien entre Brian et le braquage. On ne retrouve pas les composants utilisés pour fabriquer la bombe artisanale, on ne retrouve pas les papiers qui ont été utilisés pour les instructions, rien. Cela dit, les enquêteurs trouvent un carnet d'adresses avec les numéros de téléphone de plusieurs prostituées que Brian fréquentait et ils embarquent avec eux ce carnet parce qu'ils pensent qu'il pourra peut-être leur apporter quelques réponses. Le corps de Brian est autopsié, comme je vous l'ai dit, sa poitrine a été perforée à la suite de l'explosion, donc c'est la cause de la mort. Et pour analyser le collier avec la bombe qu'il a autour du cou, sa tête est coupée. Alors ça, c'est quelque chose qui a profondément choqué la famille de Brian, mais c'était le seul moyen de récupérer le collier sans l'abîmer apparemment. Quoi qu'il en soit, la nouvelle fait très rapidement le tour de la presse locale, nationale et même internationale. Et à ce stade de l'enquête, le scénario qui est privilégié par les autorités, c'est que Brian était complice de ce braquage. En fait, ce qui leur laisse penser ça, c'est que dans les images du braquage, on peut voir que Brian est totalement serein. Il est calme, il prend même une petite sucette, il n'a pas l'air d'avoir été contraint à faire ce braquage et il n'a même pas l'air d'avoir conscience qu'il a une vraie bombe autour du cou.
Donc là, les enquêteurs se disent que s'il est aussi serein, c'est qu'il devait certainement savoir comment désamorcer la bombe, donc il était complice. Mais pour la famille et les proches de Brian, c'est un choc. Brian, c'est un homme de 46 ans qu'ils décrivent comme doux, gentil, presque ingénu. D'ailleurs, sa logeuse, qui lui loue une petite maison depuis 5 ans, dit de lui, par exemple, qu'elle ne l'a jamais vu s'énerver ou blesser qui que ce soit. Bien au contraire, il avait des chats auquel il était très attaché, dont il s'occupait, et quand il était contrarié ou énervé, il faisait quelques pas de danse pour se détendre. Mais elle leur apprend tout de même quelque chose de très troublant. Tous les matins, Brian récupérait son journal pour la rubrique « Chasse au trésor ». Il voulait résoudre des énigmes qui permettaient ensuite de trouver une clé cachée dans un coin de la ville. Brian raffolait des chasses au trésor, comme celle notée sur les feuilles d'instruction. Brian Douglas Wells est né en novembre 1956 à Warren, en Pennsylvanie, au sein d'une famille nombreuse de 6 enfants. Il n'a pas un parcours scolaire brillant, puisqu'il a arrêté les études à 17 ans pour se consacrer à la mécanique, avant d'abandonner là aussi. Il a passé toute sa vie dans des petits boulots alimentaires sans aucune stabilité, avant d'être embauché à la pizzeria de Tony DiTomo quelques années plus tôt. C'était un employé modèle qui n'avait de problème avec personne. Son employeur, Tony, dit même de lui que la seule fois où il arrive en retard au travail, c'est parce que l'un de ses chats venait de mourir. Brian s'entendait avec tout le monde à la pizzeria et il s'y était même fait un ami, Robert Pinetti. Brian n'avait pas de femme ni d'enfant, cela dit, il avait de très bons rapports avec sa mère et ses frères et sœurs et il voyait sa mère tous les dimanches pour dîner. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était très apprécié de son entourage. C'était le genre de personne à arrondir les angles et donner un coup de main quand c'était nécessaire. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il n'aurait jamais eu les capacités intellectuelles de fabriquer une bombe artisanale et mettre en place un braquage. Certes, il aime les chasses au trésor et les jeux d'énigmes, mais il n'aurait jamais pu monter un plan aussi sophistiqué. C'est vrai que Brian fréquentait des prostituées et parfois il pouvait être amené à fréquenter certaines personnes qui ont un lien avec la vente de stupéfiants. Il avait quelques soucis d'argent, mais rien de suffisamment sérieux pour qu'il s'embarque dans un braquage. Impossible, d'après sa famille. Pour en revenir à l'enquête, l'équipe qui est chargée de suivre les instructions de la chasse au trésor remonte les différents lieux. Il y en a 4 en tout. Le premier, c'était McDonald's, avec la petite note scotchée sur le panneau publicitaire, et ce papier conduit ensuite les enquêteurs au bas-côté d'une route. Là, les enquêteurs découvrent un pot à café avec une petite note qui indique le prochain endroit dans lequel se rendre. Il s'agit d'un terrain, et en fouillant, les enquêteurs trouvent un ruban adhésif attaché à un arbre sur lequel est écrit Vietnam. Bon, ça n'a aucun sens. Cela dit, pendant que les agents continuent d'explorer la zone, ils remarquent un van bleu qui se dirige vers eux, puis opère un demi-tour quand ils voient les enquêteurs. Là, les agents ont voulu rattraper le véhicule, mais il était beaucoup trop loin. Et lorsqu'ils se sont rendus au dernier endroit de la chasse au trésor, donc là où devait se trouver normalement la clé pour déverrouiller le collier de la bombe, le pot était vide. Donc soit cette chasse au trésor était un leurre, il n'y avait pas de clé pour déverrouiller la bombe, soit l'organisateur était l'homme dans le van, et quand il a vu les policiers, il n'a pas déposé la clé dans le dernier point de la chasse au trésor, puisqu'il a eu peur d'être attrapé par la police. Les enquêteurs ont bien sûr noté la présence du van bleu dans le rapport qu'ils ont ensuite remis à leur hiérarchie, mais il n'y a eu aucune investigation supplémentaire. Et retenez bien le détail du van bleu, puisqu'on en reparlera plus tard. Quoi qu'il en soit, il y a un détail qui frappe les enquêteurs qui sont chargés de résoudre cette énigme, donc la chasse au trésor. Le parcours tourne en rond. Et ce que ça indique, c'est que Brian n'aurait jamais eu le temps de remonter le parcours pour trouver la clé et retirer la bombe. Il était condamné à mourir en fait. Et ça, c'est quand même bizarre, puisque si le but était le braquage de banque, pourquoi tuer Brian ? Si on part du principe que Brian a été un otage, et qu'on s'est servi de lui pour braquer la banque, pour quelle raison est-ce que la chasse au trésor ne lui permettait pas de retirer la bombe ? Ce que l'on peut en penser, c'est que les commanditaires l'ont fait exprès pour que Brian meure et qu'il ne les dénonce pas à la police. Eux seraient ensuite simplement partis récupérer l'argent. Ok. Dans le cas où Brian était impliqué, qu'il était complice, pour quelle raison est-ce qu'il aurait mis une bombe autour de son cou, en sachant qu'il n'aurait pas pu la retirer avant de mourir. Dans ce cas-là, justement, est-ce que ça ne conforte pas l'hypothèse selon laquelle Brian était bel et bien un otage et non pas un complice ? Possible, mais l'enquête a beaucoup de mal à démarrer puisque jusque-là, on ne retrouve aucun indice qui permette de suivre une piste solide. On n'a pas retrouvé d'empreintes ou de traces biologiques sur la bombe, sur les feuilles d'instruction. Mais le 31 août, soit 3 jours après la mort de Brian Wells, petit rebondissement,
Son ami et collègue, Robert Pinetti, est retrouvé mort à son domicile par sa famille. Robert avait 43 ans, il n'avait aucun problème de santé. Et ce qui est troublant, c'est que lorsque la police s'était rendue à la pizzeria le 28 août pour l'interroger, il avait demandé à être protégé par la police. Il avait dit aux agents de police qu'il craignait d'être le suivant. Les agents avaient voulu l'interroger pour comprendre ce qu'il entendait par là, mais il avait demandé à reporter l'interrogatoire au lundi. Il est retrouvé mort le dimanche, donc la veille. Son corps est autopsié, mais d'après le médecin légiste, il s'agit sans doute d'une overdose. On a retrouvé plusieurs types de drogues en grande quantité dans son organisme. Mais cette mort est quand même très bizarre. Ça peut pas être une coïncidence. Brian meurt le jeudi 28 et son ami décède dans d'étranges circonstances le dimanche 31. Sachant qu'on a retrouvé de nombreuses traces de drogue dans son organisme, est-ce que ça ne pourrait pas être lié justement à cet univers de la drogue? Vous vous souvenez du carnet d'adresses de prostituées retrouvé chez Brian? Les enquêteurs ont trouvé le nom d'une prostituée dont le petit copain est un vendeur de drogue afro-américain. Est-ce que ça ne pourrait pas être lié? Brian avait parlé de 3 afro-américains qui l'avaient piégé. Robert Pinetti consommait de la drogue. Il avait également peur d'être le suivant sur la liste. Finalement, il est retrouvé mort. C'est vrai que tous ces éléments-là, c'est une succession de petites coïncidences assez bizarres. Le vendeur de stupes est interpellé, mais il est interrogé, mais il est très rapidement relâché. Il avait un alibi, et d'après les éléments de l'enquête, il n'a rien à voir avec cette affaire. Il y a un autre élément qui perturbe les enquêteurs. Lorsqu'ils ont fouillé le domicile de Robert Pinetti à sa mort, ils ont découvert qu'il partageait la même passion que Brian, la chasse au trésor. Là encore, c'est quand même une coïncidence assez troublante. Les enquêteurs se demandent si Brian et Robert n'ont pas fait le coup à deux. Ils avaient tous les deux quelques dettes liées au jeu d'argent, ils gagnaient modestement leur vie, peut-être qu'ils ont cherché à braquer la banque ensemble en montant cette histoire de chasse au trésor pour que ça paraisse plus vrai s'ils se faisaient ensuite arrêter par la police. Mais dans ces cas-là, pourquoi utiliser une vraie bombe? Et puis s'ils ont fait le coup à deux, pourquoi on n'a rien retrouvé non plus chez Robert? Rien qui le relie au braquage. Est-ce que tous les deux n'auraient pas été utilisés ou manipulés par quelqu'un de plus intelligent? Le FBI a tenté de dresser le portrait psychologique de celui qui a monté tout ce plan. Il s'agirait d'un homme patient, discret, contrôlant et manipulateur. Et son but n'était pas l'argent du braquage. Son objectif était de tromper les enquêteurs, jouer avec leurs nerfs. La bombe que portait Brian avait 2 minuteurs chacun reliés à l'explosif. Le premier minuteur correspondait aux 55 minutes qui a déclenché l'explosion. Le second minuteur était de 1 heure. Ça permet de gagner un peu plus de temps en gros. Mais si Brian était impliqué dans le braquage, il aurait su qu'il y avait un second minuteur. Il l'aurait activé, ce qui lui aurait peut-être sauvé la vie. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas déclenché? Les enquêteurs ont également noté qu'il y avait tout un tas de mises en garde à l'intérieur du dispositif, des notes qui expliquaient ce qu'il ne fallait surtout pas faire au risque de faire exploser la bombe. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, il y avait un téléphone en plastique dans le dispositif et des câbles complètement inutiles. Donc là, clairement, pour l'ATF et le FBI, l'objectif c'était de tromper les enquêteurs. Et peut-être aussi d'éviter que Brian puisse lui-même désactiver la bombe, en lui donnant l'impression que le dispositif était plus sophistiqué qu'il ne l'était vraiment, ça le dissuaderait de toucher à la bombe. Clairement, la personne qui a monté tout ce plan semble quand même très intelligente. Les enquêteurs font circuler par la presse les photos des matériaux utilisés pour construire le dispositif, donc la bombe artisanale, et le but c'est d'obtenir des témoignages. Ils montrent également les lettres d'instruction dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse l'écriture, mais ça ne donne rien. Alors ce qu'il est important de souligner, cela dit, c'est que les lettres ont été manuscrites, mais à partir de lettres écrites à la machine à écrire. Donc forcément, pour reconnaître l'écriture d'un proche de cette façon, c'est pas évident. À ce stade, pour les enquêteurs, il y a 2 hypothèses possibles. Soit Brian a effectivement été pris en otage par les braqueurs, 3 Afro-Américains, soit Brian était complice du braquage, mais sans savoir qu'il s'agissait d'une vraie bombe autour de son cou. Et les enquêteurs n'ont pas grand-chose à donner à la presse, hormis ça, on leur met la pression. Il faut que le ou les suspects soient identifiés et interpellés le plus vite possible, mais malgré la pression quotidienne des médias, les enquêteurs n'ont aucune piste. Mais 3 semaines après la mort de Brian Wells, l'affaire connaît un rebondissement invraisemblable. Le 20 septembre, un homme de 59 ans du nom de William Rostin appelle le 911 et il explique à l'opératrice qu'il y a un corps dans le congélateur de sa maison. Un homme de 45 ans dénommé James Roden. Il affirme que cet homme a été assassiné par l'une de ses amies
Marjorie Dill Armstrong. L'opératrice demande à Bill, comme tout le monde le surnomme, s'il est sûr de ce qu'il raconte. Et Bill lui dit qu'il est bien placé pour savoir qu'il y a un corps dans le congélateur de sa maison. Là, elle lui demande de se rendre le plus rapidement possible au commissariat pour être en sécurité, tandis que des policiers vont venir chez lui. Bill obtempère, il se rend au commissariat et des agents de police se rendent à son domicile pour le fouiller. Et lorsqu'ils arrivent, ils trouvent Marjorie. Marjorie, c'est une femme de 54 ans et elle est agitée à la vue des agents de police. Et la première chose qu'ils remarquent, c'est qu'elle est sale, très sale. Et elle semble atteinte de troubles mentaux. Elle est interpellée par la police, des agents se rendent dans le garage de Bill Rostin, et effectivement, il y a le corps d'un homme enroulé dans une bâche noire dans le congélateur. Marjorie est conduite au commissariat pour être interrogée dans une salle séparée de celle de Bill, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Bill semble avoir la haine contre elle, une bonne vieille rancœur. William Rostin, surnommé Bill, est né en janvier 1944 à Erie au sein d'une famille de 3 enfants. Il est issu d'une famille plutôt riche, son père était propriétaire d'une usine d'embouteillage qui avait connu un grand succès. Cela dit, même s'il a eu une enfance aisée, il a subi beaucoup de harcèlement quand il était enfant. À l'école, on le traitait de sale juif et il était même frappé par ses camarades de classe. Ça semble avoir causé chez lui un profond traumatisme. D'ailleurs, il n'a pas poursuivi ses études supérieures. Il a directement intégré l'entreprise familiale après l'obtention de son baccalauréat. Cela dit, il est décrit comme très intelligent par ses proches. Et c'est à la fin des années 60 qu'il rencontre Marjorie pour la première fois. Et c'est un coup de foudre pour lui. Il tombe raide dingue de cette jolie brune. Marjorie Dill Armstrong est née en février 1949 en Pennsylvanie et comme Bill, elle est issue d'une famille riche mais catholique. Et Marjorie est également décrite comme très intelligente par son entourage. Elle était parmi les meilleures au lycée. C'était une jeune femme brillante, elle était belle, elle avait beaucoup de succès. Et après le lycée, elle a poursuivi des études à l'université. Elle a obtenu une licence en sociologie et un master en éducation. De quoi rendre fiers ses parents qui l'ont toujours gâtée parce qu'elle était fille unique. Mais depuis toute petite, ses parents ont remarqué que Marjorie semblait souffrir de troubles mentaux. Très jeune, on lui a diagnostiqué des troubles bipolaires et le trouble de la personnalité narcissique. La conséquence, c'est que Marjorie n'a jamais su garder un travail. Mais heureusement pour elle, ses parents lui reversaient une allocation mensuelle pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Elle rencontre Bill à l'âge de 21 ans, ils se fréquentent quelques années, ils se fiancent même, mais Marjorie finit par le quitter. Ce qui a profondément bouleversé Bill, qui était très amoureux d'elle. Cela dit, le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsque Marjorie passe, les hommes trépassent. Tous les hommes qui ont partagé sa vie sont morts. En juillet 1984, elle est arrêtée pour le meurtre de son petit ami Robert Thomas. Elle lui a tiré dessus à 6 reprises alors qu'il dormait sur le canapé. Et aussi fou que ça puisse paraître, elle est acquittée puisque ses avocats ont choisi comme ligne de défense les violences conjugales. Marjorie était une femme battue, elle souffre de bipolarité. Elle n'était donc ni coupable, ni responsable de ses actes. En 1992, c'est son mari Richard Armstrong qui décède à l'hôpital à la suite d'un traumatisme crânien. Il a eu une chute à leur domicile et il se serait violemment cogné la tête en tombant. Lui et Marjorie n'étaient mariés que depuis 2 ans. Elle n'a pas été poursuivie en justice puisque le rapport médico-légal a conclu à un accident domestique et mieux encore, elle a poursuivi l'hôpital dans lequel son mari avait été admis. Allez savoir comment, elle a reçu une indemnité de presque 200 000 $. En 1993, elle a rencontré James Roden, il s'est installé chez elle à Erie et 10 ans après, il est retrouvé mort dans le congélo de son ex. Ce qu'il est important de souligner, c'est que Bill et Marjorie n'ont jamais coupé le lien pendant plus de 30 ans. Bill a tout tenté pour la récupérer, mais elle ne voulait pas de lui, ce qui lui a apparemment brisé le cœur. Il est resté très attaché à elle, quitte à répondre à toutes ses demandes quand elle le lui demandait, comme se débarrasser du corps de James. Bon, il y gagnait aussi un petit billet au passage. Bill raconte que le 13 août, Marjorie l'a appelé pour lui demander son aide. Elle lui a dit qu'elle venait de tuer James. Elle lui avait tiré dessus avec un fusil alors qu'il était allongé dans leur lit. Bill devait l'aider à cacher le corps, ce qu'il a accepté de faire. Il s'est rendu chez Marjorie qui vit à 15 km de chez lui. Il a récupéré le corps de James dans la chambre et il l'a traîné dans son van. Puis il est allé chez lui, il a enroulé le corps dans une bâche noire et il l'a fourré dans son congélateur. Et il ne savait pas vraiment quoi faire du corps. Mais quelques semaines après, Marjorie l'a contacté pour lui dire qu'à présent, il devait découper le corps et s'en débarrasser. D'après Bill, ça a été un électrochoc pour lui. Il était hors de question qu'il découpe qui que ce soit. Il a donc décidé de dénoncer Marjorie. Mais il voulait gagner du temps avant. Il voulait s'assurer qu'elle ne lui fasse pas la même chose
ou qu'elle ne lui mette pas le meurtre de son compagnon sur le dos. Il lui a fait croire qu'il devait d'abord acheter des outils pour découper le corps, tels que des couteaux et un hachoir à viande. Il était prévu que Marjorie se rende chez lui le lendemain, donc le jour où Bill a appelé la police. Et pour prouver ses dires, il explique aux enquêteurs qu'au départ, il avait prévu de se donner la mort. Il ne supportait pas d'avoir aidé Marjorie à faire ça. Et il avait même déposé à l'attention des policiers une note sur la table de sa cuisine sur laquelle il avait, entre guillemets, tout expliqué. Alors, sur la lettre, qui est effectivement retrouvée sur la table de sa cuisine, il est écrit « Point numéro 1, cette affaire n'a rien à voir avec l'affaire Brian Wells. Point numéro 2, le corps dans le congélo du garage est celui de James Roden. Point numéro 3, je ne l'ai pas tué et je n'ai pas participé à son meurtre. Point numéro 4, que je ne suis pas parvenue à très bien lire, mais ça semble dire « Je demande pardon à ceux qui m'ont aidé. Je suis désolée de les avoir laissés tomber. » Et point numéro 5, je suis désolée pour le bordel que je laisse derrière moi. Ok, Bill a regretté d'avoir aidé Marjorie. Donc au départ, il a voulu se donner la mort, puis finalement il a décidé de la dénoncer à la police. Mais les enquêteurs découvrent que c'est pas la première fois que Bill est impliqué dans une affaire criminelle du même genre. En 1977, il avait aidé l'un de ses amis à se débarrasser de l'arme qui lui avait servi à tuer le petit copain de son ex-copine. L'ami en question s'appelait Louis Alessi et lors du procès en 1979, Bill avait obtenu une immunité en échange de son témoignage. Bill semble être un habitué de ce genre d'aide macabre. Bref, Marjorie est interrogée et elle fournit une toute autre version des faits. D'après elle, le 13 août, elle s'était absentée et en rentrant chez elle le soir, elle a retrouvé James mort. Bill lui avait tiré dessus. Il était jaloux, il voulait la récupérer, donc il a tué son compagnon. Après quoi, Bill a récupéré le corps et il l'a déplacé chez lui. Les enquêteurs interrogent des amis de Marjorie, parmi eux il y a un certain Kenneth Barnes. Il connaît Marjorie depuis 10 ans, ils vont à la pêche ensemble, et Kenneth fait des déclarations très intéressantes. Il raconte que Marjorie voulait tuer James depuis quelque temps déjà, tout comme elle s'était débarrassée de son petit ami en 1984, meurtre pour lequel elle avait été acquittée. Elle s'en vantait auprès de lui, vu qu'elle était passée entre les mailles du filet une première fois. Elle pensait pouvoir passer entre les mailles du filet une seconde fois, mais elle voulait également se débarrasser de son vieux père pour toucher son héritage. Une autre amie de Marjorie confirme les déclarations de Kenneth. Marjorie voulait tuer James et ils sont persuadés que c'est elle qui l'a tué. Et de toute façon, d'après l'enquête, le crime a été commis à son domicile à elle, pas à celui de Bill. Et dans la mesure où c'est Bill qui a contacté la police pour parler du corps de James Roden, les enquêteurs considèrent que le témoignage de Bill est le plus fiable. Le 21 septembre, Marjorie est inculpée pour le meurtre de James Roden et Bill, lui, est inculpé pour recel de cadavre. Là, vous vous demandez certainement quel est le rapport entre le meurtre de James Roden et l'affaire Brian Wells. Ce qu'il s'est passé, c'est que lorsque la police a enquêté sur le meurtre de James Roden avec l'inculpation de Marjorie et Bill, les enquêteurs qui travaillent sur l'affaire Brian Wells ont été mis au courant d'un petit détail qui pourrait avoir un lien avec leur affaire. Le petit mot que Bill avait laissé à l'attention de la police. Vous savez, là où il y avait point numéro 1, point numéro 2, etc. Pourquoi est-ce que dans cette note, Bill Rothstein précise que le meurtre de James Roden n'a rien à voir avec Brian Wells? Mais le plus troublant, c'est quand même la maison de Bill. Elle se situe à quelques pas à peine de la tour de radio, là où Brian a livré les pizzas. Là, pour les enquêteurs, la coïncidence est trop énorme. Marjorie est réinterrogée, on lui demande si elle n'aurait pas quelque chose à voir avec le braquage, et Marjorie leur explique qu'elle n'a pas besoin de braquer des banques. Elle a de l'argent, beaucoup d'argent même. Sa mère lui a laissé un bel héritage à sa mort 10 ans plus tôt. Et elle a obtenu des dommages et intérêts pour la mort de son mari. Vous savez, quand elle a poursuivi en justice l'hôpital. Donc, pour quelle raison est-ce qu'elle irait braquer des banques, sachant que son père est millionnaire et qu'à la mort de celui-ci, elle touchera un très joli pactole, plus d'1 million de dollars. Donc pourquoi aller braquer une banque? Et puis, elle n'était même pas aériée au moment du braquage. En revanche, elle ne peut pas en dire autant de Bill. Il pourrait très bien être impliqué vu qu'il est endetté. Bill est relâché sous caution puisque, souvenez-vous qu'il a collaboré avec la police pour le meurtre de James Roden, mais les enquêteurs qui travaillent sur l'affaire Brian Wells s'intéressent à son cas. Pour eux, c'est tout sauf une coïncidence. Et le témoignage du frère de Bill confirme leurs soupçons. John Rothstein raconte aux enquêteurs que depuis quelques mois, sa sœur Paulette et lui étaient en conflit avec Bill à cause de l'héritage de leurs parents. Ils ont grandi dans une famille riche, comme je vous l'ai dit, mais ils ont ensuite tout
perdu à part quelques actions en bourse. Et la maison dans laquelle vit Bill, c'est la maison familiale. C'est le seul héritage qu'il leur reste, donc John et Paulette veulent la vendre. Sauf que Bill leur a fait un petit coup de crasse. Il leur a fait croire qu'il avait mis la maison en vente à 80 000 $, alors qu'en fait, il l'avait mise en vente via une agence à 250 000 $. Bill a de très grosses dettes. C'est la raison pour laquelle il voulait récupérer tout cet argent pour régler ses dettes et faire croire à son frère et sa sœur que la maison ne valait que 80 000 $. Là, les plus attentifs d'entre vous ont forcément tiqué sur la somme, 250 000 $. C'est précisément le même montant demandé lors du braquage à la banque PNC. Pour les enquêteurs, ça fait quand même beaucoup de coïncidences pour un seul homme. La police interroge Bill, mais il nie. Il n'a rien à voir avec cette histoire de braquage. Il réussit même le test du polygraphe, même si aujourd'hui on sait que c'est pas fiable à 100%. Cela dit, pour les enquêteurs, il faut creuser cette piste. Et en creusant la vie de Bill, il découvre un élément très intéressant. Depuis quelques semaines, il avait un colocataire chez lui, Floyd Stockton. Floyd est recherché depuis quelque temps par les autorités pour le viol d'une fille handicapée de 19 ans. Mais ce qui trouble surtout les enquêteurs, c'est que Floyd est parti de chez Bill le lendemain du braquage de la banque. Là encore, c'est une coïncidence qui ne peut pas laisser indifférent. Entre-temps, Floyd a été interpellé, mais il va être jugé pour le viol de la jeune fille handicapée et il est interrogé par le FBI. Mais lui aussi nie être impliqué. Il n'a rien à voir avec ce braquage. Et comme Bill, il passe le test du polygraphe et il le réussit. Et après ça, les deux hommes sont écartés de l'enquête sur Brian Wells. Concernant l'affaire sur le meurtre de James Roden, Bill est reconnu coupable de recel de cadavres et il est condamné à quelques années de prison. Cela dit, comme il est atteint d'une tumeur en phase terminale, il n'effectue pas sa peine de prison, il est relâché. Et en apprenant ça, Marjorie pète un câble. Elle est furieuse. Lorsqu'elle sort du tribunal lors d'une audience préliminaire concernant le procès pour le meurtre de James Roden, elle s'adresse aux journalistes et elle accuse Bill d'être impliqué dans la mort de Brian Wells. Oui, mais la police et le FBI ont déjà écarté Bill de leur liste des suspects et étonnamment, ils ne vont pas creuser cette piste. Mais un journaliste, oui. Trey Borzilieri se rend chez Bill en juillet 2004. Il souhaite l'interroger, mais lorsqu'il arrive sur place, Bill refuse de lui parler. Cela dit, le journaliste prend une photo et ce que l'on voit devant la maison de Bill, c'est un van bleu. Vous vous souvenez du van bleu aperçu par les enquêteurs lors de la chasse au trésor? Alors, à ce moment-là, le journaliste ne sait pas encore que ce van a été mentionné par les enquêteurs l'année précédente, donc il n'y prête pas forcément attention. Quelques semaines après, soit le 30 juillet 2004, Bill décède à cause de sa tumeur. Les enquêteurs s'étaient rendus à son chevet pour lui poser une dernière fois la question « Est-ce qu'il est lié au braquage et à la mort de Brian Wells ?» Et il avait répondu non. Et peu après, Marjorie avoue finalement le meurtre de James Roden. Oui, c'est vrai, c'est elle qui l'a tué, pas Bill. Et si elle l'a tué, c'est à cause d'une sombre histoire d'argent. Mais ce n'est pas de sa faute. Elle a des troubles mentaux. Son procès s'ouvre en janvier 2005. Elle plaide coupable, mais ses avocats invoquent sa maladie mentale pour négocier sa peine. Elle est condamnée à une peine de 7 à 20 ans de prison qu'elle pourra purger dans un établissement psychiatrique. Là, vous vous dites certainement que Marjorie parvient effectivement toujours à passer entre les mailles du filet. D'ailleurs, des détenus qui l'ont côtoyée quand elle attendait son procès ont dit qu'elle faisait semblant d'exagérer ses troubles mentaux. Elle se rasait les sourcils et elle adoptait des attitudes assez loufoques pour faire croire qu'elle était folle, alors que quand il n'y avait pas ses avocats ou les employés de la prison, elle se comportait tout à fait normalement. En fait, elle cherchait effectivement à ce que sa maladie mentale lui permette de partir de cette prison et d'être internée en établissement psychiatrique. Toujours est-il que pendant plus d'un an, l'affaire Brian Wells ne connaît aucun nouveau rebondissement. Cette histoire se tasse, il n'y a plus aucun suspect, et c'est là que le journaliste Trey Borzilieri décide de reprendre l'enquête là où il l'avait laissée. Il contacte Marjorie, qui est incarcérée, et il lui demande si elle accepterait de lui fournir toutes les informations qu'elle a concernant le braquage. Et Marjorie accepte, à la condition qu'il lui offre une consultation avec un avocat. Alors, Marjorie, c'est vraiment un personnage très singulier. Ceux qui l'ont côtoyée disent qu'elle est très agressive, bornée, mais en même temps, elle semble assez manipulatrice, même très manipulatrice. Et ça, c'est vraiment un trait de caractère qui est revenu le plus souvent. On dit d'elle qu'elle sait comment manipuler les gens, elle est extrêmement intelligente et elle sait se comporter en fonction de la personne qu'elle a en face d'elle. Elle joue par exemple avec sa maladie mentale, elle fait croire qu'elle est plus atteinte qu'elle ne l'est réellement afin de bénéficier de circonstances atténuantes et ça a fonctionné à plusieurs reprises effectivement.
Toujours est-il que Marjorie, qui est à présent en contact avec le journaliste, décide de contacter le FBI pour négocier des petits avantages avec eux en échange d'informations qu'elle pourrait leur fournir sur l'affaire Brian Wells. Là, Marjorie pensait gagner quelque chose en faisant ça. En fait, elle a tout simplement attiré l'attention du FBI sur elle. Et depuis 2003, le FBI est fermement décidé à résoudre cette affaire. Tout comme la famille de Brian Wells, qui veut qu'on reconnaisse l'innocence de Brian une bonne fois pour toutes. Parce qu'à ce stade, pour les enquêteurs, Brian Wells était forcément complice. Des agents perquisitionnent le domicile de Marjorie à Erié, et déjà le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un véritable foutoir, c'est dégueulasse. Marjorie conservait tout, elle récupérait des trucs totalement inutiles dans les poubelles, dans la rue, et si je vous dis pas de bêtises, on appelle ça le syndrome de Diogène. Et parmi tous les documents administratifs dans la maison, un en particulier retient l'attention des enquêteurs. Une lettre de réclamation adressée à la PNC Bank. Dans cette lettre, envoyée quelques années plus tôt, Marjorie reproche au directeur de la banque d'avoir laissé son père vider son coffre-fort. Elle était extrêmement remontée contre lui. Ça peut constituer un mobile, non? Les enquêteurs du FBI sentent qu'ils sont sur une piste. D'autant qu'entre-temps, Marjorie a fait une révélation très intéressante au journaliste Trevor Zilieri. Lors de l'une de leurs nombreuses conversations, elle lui a révélé qu'après le braquage, Bill avait fait disparaître un van bleu qu'il possédait. Il l'avait apparemment caché quelque part. Après cette conversation, Trey a réfléchi et il a repensé à sa tentative d'interviewer Bill en juillet 2004. Et il se souvient avoir vu un van bleu devant chez lui. Il vérifie les vidéos et les photos qu'il a prises ce jour-là et effectivement, il y a bien un van bleu. Trey contacte aussitôt l'un des agents de police qui travaillait sur l'affaire Brian Wells en 2003, Lamont King, et lui montre la photo du van. Et Lamont reconnaît tout de suite le van qu'il avait vu prendre la fuite lors de la chasse au trésor. Le problème, c'est qu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, cette info n'était jamais remontée auprès des autres services d'enquête, comme le FBI ou l'ATF, à cause des petites guéguerres internes. Donc cette piste n'avait pas été creusée. Lamont King contacte alors le FBI en avril 2005 pour leur parler de cette information. Et là, les enquêteurs réalisent qu'il s'agit peut-être de l'une des pièces manquantes du puzzle. Le FBI décide alors de reprendre l'enquête à zéro. Les agents passent au peigne fin tous les rapports des experts, toutes les notes internes, les photos prises au domicile de Brian Wells, mais également les photos prises chez Bill et Marjorie lors de l'enquête sur le meurtre de James Roden. C'est énormément de travail. Et lorsque les enquêteurs regardent les photos prises au domicile de Bill, ils remarquent une pile de papier sur la table et sur l'une des feuilles, il y a un schéma sur lequel il y a des flèches identiques à celles dessinées dans le dispositif de la bombe. Vous savez, les petits dessins avec les instructions. Les feuilles d'instructions que Brian avait le jour du braquage sont réanalysées. Comme je vous l'ai dit, les instructions ont été notées à la main, mais en calquant une feuille imprimée. Donc impossible d'isoler un style d'écriture pour la comparer à celle d'un suspect. Cette fois, on effectue un gaufrage sur les feuilles. C'est une technique qui consiste à voir les écritures en relief sur du papier. On parvient à isoler des mots, des lettres, et lorsque les enquêteurs les comparent à l'écriture de Bill, ça semble correspondre. C'est vrai que ça, c'est un élément très satisfaisant pour l'enquête, mais c'est toujours pas suffisant. Lorsque Marjorie avait été interrogée par le FBI en 2003, après la découverte du corps de James Roden, vous vous souvenez qu'elle avait déclaré qu'elle n'avait rien à voir avec le braquage. Elle ne se trouvait même pas aériée quand ça avait eu lieu. Ok. Les enquêteurs parcourent tout le rapport d'enquête et ils tombent sur le témoignage d'un automobiliste qui avait été interrogé à l'époque et qui avait déclaré avoir aperçu une voiture dorée qui roulait à contresens sur l'autoroute 79 aux alentours de 15h, le 28 août 2003. Et il affirmait que c'était une femme qui conduisait le véhicule et qu'elle avait un regard très chelou, presque flippant. Les enquêteurs se rapprochent de ce témoin, ils lui demandent d'identifier la femme qu'il pense avoir vue et il désigne Marjorie. Il en est certain, c'est elle qui l'a vue ce jour-là, il ne peut pas oublier ce regard. Le FBI interroge Marjorie et elle ne nie pas. Oui, c'était bien elle dans cette voiture ce jour-là, mais elle ne se souvient pas exactement ce qu'elle faisait. Ce qui est sûr, c'est que ça n'avait rien à voir avec le braquage, puisqu'elle n'y a pas participé. Ok. Pourtant, un autre témoin se manifeste directement auprès du FBI, un homme inconnu jusque-là, puisqu'il n'avait jamais été interrogé durant l'enquête. Michael Thomas Vaught est un livreur UPS qui travaillait à Erié le 28 août 2003. Il se trouvait près d'une station-service, et il affirme qu'aux alentours de 13h30, il a vu un couple d'un certain âge passer un appel à la cabine téléphonique. L'homme portait une salopette bleue. Il est formel, il s'agissait de Bill, et la femme qui l'accompagnait, c'était Marjorie. Ok. Là, ça fait encore un élément de plus. Mais pour les enquêteurs, il leur en faut davantage. Et ça ne tarde pas à arriver.
Il y a au FBI et dans les commissariats de police des sortes de placards dédiés aux lettres de dénonciation. En fait, ce sont des détenus qui se balancent entre eux pour avoir quelques avantages en échange de leurs témoignages. Et il s'avère que plusieurs détenus incarcérés dans le même centre pénitentiaire que Marjorie avaient envoyé des lettres dans lesquelles elles affirmaient que Marjorie leur avait fait des aveux. L'une des lettres est très longue, elle est très détaillée. Marjorie aurait confié à cette codétenue qu'elle avait monté le projet avec Bill et c'est lui qui avait construit la bombe artisanale. Et Floyd, le colocataire de Bill, donc le violeur de la jeune fille handicapée, était lui aussi impliqué. Quant à James Roden, Marjorie l'aurait tué parce qu'il avait découvert son projet de braquage et il voulait la dénoncer aux autorités. Cette lettre est transmise aux enquêteurs du FBI qui travaillent sur l'affaire. Ils interrogent toutes les codétenues qui ont dénoncé Marjorie et elles confirment leur déclaration. En juillet 2005, les enquêteurs réinterrogent Floyd Stockton qui se trouve en prison puisqu'entre-temps il a été condamné pour l'affaire de viol sur la jeune fille handicapée. Et là, il leur dit que Bill et Marjorie sont impliqués. Ils avaient besoin d'argent à cette époque, mais lui n'en sait pas plus, il n'a rien à voir avec le braquage. Quelques mois après, les autorités reçoivent les confidences d'un homme qui donne un coup de pouce à l'enquête. Vous vous souvenez de Kenneth Barnes, l'ami de Marjorie qui avait confié que Marjorie voulait faire tuer son père pour récupérer l'héritage. Eh bien, le beau-frère de Kenneth a contacté les autorités et il leur a affirmé que Kenneth lui avait confié qu'il avait participé au braquage. Kenneth est interrogé par le FBI en décembre 2005. À ce moment-là, il se trouve en prison pour une affaire de trafic de stupes. Là, les enquêteurs lui disent qu'ils sont persuadés qu'il est impliqué. Il va de toute façon être poursuivi et condamné, mais il lui propose d'alléger sa peine sur le braquage s'il leur raconte tout ce qu'il sait. Et Kenneth passe aux aveux. Oui, il a été impliqué dans ce braquage, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Il va tout nous expliquer. Il raconte que durant l'été 2003, Marjorie lui a proposé de participer à un braquage que elle et Bill voulaient monter. Et à cette époque, l'un des amis de Bill vivait chez lui, Floyd Stockton, donc lui aussi participerait au braquage. Mais pas que. Kenneth raconte que Marjorie avait besoin d'un homme qui servirait en quelque sorte de bouclier humain. Et il ne sait pas précisément quel rôle ils ont joué, mais deux hommes se sont joints au projet. Brian Wells et Robert Pinetti. Et apparemment, James Roden ne faisait pas partie du projet. La veille du braquage, le petit groupe s'est retrouvé chez Bill pour parler des détails, mais Brian n'était pas au courant qu'il porterait une bombe. Et Robert Pinetti ne connaissait pas non plus tous les détails du plan. Il savait juste qu'on allait braquer une banque. Et Kenneth affirme qu'il ne savait pas que Brian porterait une vraie bombe. Pour lui, d'après ce qu'on lui avait dit, il s'agissait d'une fausse bombe. Le lendemain, donc le jour du braquage, Bill et Marjorie sont venus le chercher chez lui pour se rendre à la station-service afin de passer la commande à la pizzeria. Ils sont ensuite retournés chez Bill pour récupérer Floyd, puis ils se sont rendus à la tour de radio, là où Brian devait leur livrer les pizzas. Mais lorsqu'il est arrivé, qu'il leur a tendu les pizzas, Floyd et Kenneth l'ont attrapé. Brian a paniqué puisqu'il a compris qu'il se passait quelque chose de pas très rassurant, on va dire. Il a tenté de se débattre, mais Floyd lui a mis de force la bombe autour du cou. Bill lui a ensuite tendu les feuilles d'instruction, mais Brian ne voulait pas le faire. Cela dit, il a compris qu'il n'avait pas le choix. La bombe était déclenchée. Marjorie lui a dit que s'il se faisait prendre par la police, il devrait dire que 3 hommes noirs l'avaient piégé. Comme ça, les autorités ne remonteraient pas à eux et Brian serait relâché. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Et Brian est mort. Pour les enquêteurs, cette version de l'histoire est plausible, ce qui expliquerait la raison pour laquelle Brian était si calme en entrant dans la banque. Il était complice, il était impliqué, donc il savait qu'ensuite on pourrait désamorcer la bombe. Mais ce qui intrigue les enquêteurs, c'est le mobile. Pourquoi Marjorie aurait participé à ce braquage alors qu'elle a de l'argent ? D'après Kenneth, c'est lié à l'héritage de son père. Marjorie et son père sont en froid depuis plusieurs années. Et Marjorie avait la haine contre lui parce qu'il dilapidait son argent dans des œuvres de charité. Elle considérait que cet argent lui revenait, donc elle avait peur que lorsque son père mourrait, il ne lui laisserait pas grand-chose. Elle voulait payer Kenneth pour qu'il tue son père, mais il lui fallait une grosse somme d'argent pour le payer. Et elle n'avait pas cette grosse somme. Certes, elle a de l'argent, mais pas autant. Elle a alors pensé au braquage. Avec l'argent du braquage, Marjorie pourrait payer Kenneth. Kenneth raconte qu'au moment du braquage, lui et Marjorie étaient garés près de la banque et ils surveillaient Brian avec des jumelles. Et quand la police est arrivée sur place, lui et Marjorie ont pris la fuite. Ils ont rejoint Bill pour changer de véhicule et c'est en repartant à bord d'un autre véhicule que Marjorie a été aperçue à contresens par le témoin automobiliste. Bill, quant à lui, a tenté de récupérer tous les indices qu'il avait laissés dans le parcours de la chasse au trésor, mais la police était déjà sur place et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a été aperçu par l'officier de police Lamont King. Même s'il manque encore quelques pièces au puzzle, la version fournie par Kenneth corrobore quand même beaucoup d'éléments découverts pendant l'enquête. En février 2010, c'est Marjorie qui est réinterrogée par le FBI, mais elle nie son implication, elle n'a
rien à voir là-dedans. C'est Bill qui a fait ça, et elle n'en sait pas plus. Mais Marjorie parle beaucoup. Quand elle commence, elle ne sait pas s'arrêter. Et à un moment, elle dit quelque chose que les enquêteurs interprètent comme un aveu involontaire. Elle leur dit que c'est elle qui a fourni les 2 minuteurs de cuisine qui ont servi à Bill pour construire la bombe. Puis elle change de sujet lorsque les enquêteurs tentent d'en savoir davantage. Mais là, pour les enquêteurs, si Bill a parlé aussi librement à Marjorie de son projet de fabriquer une bombe artisanale, qui dit que Marjorie n'était en fait pas complice dans ce braquage. Pour les enquêteurs du FBI, c'est une quasi-probabilité, mais il leur faut plus de témoignages solides. Alors, en 2003, Brian fréquentait une prostituée toxico assez régulièrement, Jessica Hoopsick. Les enquêteurs l'interrogent pour voir si elle a entendu ou vu des choses à l'époque. Jessica avait l'habitude de se rendre chez Kenneth pour lui acheter de la drogue, et elle s'y rendait avec Brian, avec qui elle avait une relation tarifée dans l'une des chambres de la maison. Et l'argent que lui donnait Brian lui servait ensuite à payer Kenneth pour sa dose. Donc, vu qu'elle a passé énormément de temps chez Kenneth et qu'il est impliqué dans le braquage, elle a peut-être vu ou entendu des trucs, mais Jessica déclare qu'elle ne sait rien. Elle était défoncée la plupart du temps. Floyd Stockton est réinterrogé en mars 2007, il est toujours incarcéré et on lui promet l'immunité s'il raconte ce qu'il sait du braquage. Et lui aussi passe aux aveux. Oui, c'est vrai, il a participé au braquage, mais dans une moindre mesure. Tout d'abord, Bill lui avait demandé de fabriquer la bombe artisanale, ce qu'il n'était pas parvenu à faire, donc Bill avait pris le relais. Et il raconte que le jour du braquage, c'est lui qui a mis le collier autour du cou de Brian, donc comme dans la version fournie par Kenneth. Et Floyd explique que quand il a compris qu'il s'agissait d'une vraie bombe, il a pris la fuite. À ce moment-là, il a craint que Bill ou Kenneth le tuent, puisqu'après tout, ils ne savaient pas vraiment de quoi ils étaient capables. Dès le mois de juillet 2007, la nouvelle éclate dans la presse. Le mystère de l'affaire du pizza bomber vient enfin d'être élucidé. Mais il y en a une qui continue de nier. C'est Marjorie. Depuis la prison, elle maintient qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Elle ne se serait jamais rabaissée à commettre un braquage avec ses bras cassés. Kenneth Barnes et Marjorie Diehl Armstrong sont inculpés en tant que co-auteurs du braquage. Brian Wells et Bill Rustin, quant à eux, sont également désignés comme co-auteurs non inculpés puisqu'ils sont morts. Quant à Floyd Stockton, il n'est pas inculpé puisqu'il a bénéficié de l'immunité. Le procès de Kenneth Barnes s'ouvre en septembre 2008. Il est poursuivi pour complot en vue de commettre un braquage et utilisation d'un engin de destruction. Il plaide coupable. Il est condamné à 44 ans de prison et en échange de son témoignage dans le procès de Marjorie, sa peine est ramenée à 22 ans. Le procès de Marjorie Diehl Armstrong s'ouvre en octobre 2010 et là, les détenus confirment leur déclaration. Marjorie leur a bien confié avoir participé au braquage. Jessica Hoopsick, la prostituée que fréquentait Brian, dépose à la barre. Et cette fois, elle affirme que quelques jours avant le braquage, elle se trouvait chez Kenneth et elle a entendu Kenneth discuter avec une femme des détails du braquage. Mais elle n'a pas reconnu cette femme, elle ne la connaissait pas. Floyd Stockton devait également témoigner, mais il n'a pas pu, car il devait se faire opérer du cœur, et Kenneth Barnes réitère ses accusations. Après 10 jours de procès, Marjorie est reconnue coupable de complot en vue de commettre un braquage à main armée ayant causé la mort de Brian Wells et utilisation d'un engin de destruction. En février 2011, la sentence est prononcée. Elle est condamnée à la perpétuité avec 30 ans de sûreté. Cette affaire a longtemps passionné les Américains, puisqu'il s'agissait d'un mystère sans fin et avec beaucoup de points d'interrogation, surtout concernant l'implication de Brian Wells. Est-ce qu'il a vraiment participé au braquage? Ou est-ce qu'il a été piégé lors de la livraison de pizza? Est-ce qu'il a été complice sans savoir qu'on lui ferait porter la bombe, ce qui le rendrait victime et coupable? En 2018, une série documentaire est sortie sur Netflix. Elle s'appuie sur les travaux du journaliste Trey Bordy-Lierim, qui est resté en contact avec Marjorie pendant de nombreuses années pour ses recherches. Et je peux vous dire que ça n'a pas été tout repos pour lui. Il est parvenu à interroger Jessica Hoopsick après le procès. Jessica, c'est la prostituée que Brian fréquentait. Et elle révèle qu'en fait, Brian n'a jamais été complice dans ce braquage. D'après elle, ce qu'il s'est vraiment passé, c'est que quelques temps avant le braquage, Kenneth, Bill et Marjorie lui ont expliqué leur projet. Donc ils voulaient braquer cette banque et Kenneth lui a proposé de l'argent si elle lui trouvait un mec faible et nigaud dont il se servirait pour porter la bombe lors du braquage. Et elle a accepté. Elle a conduit Brian chez Kenneth quand Bill et Marjorie s'y trouvaient pour qu'ils voient à quoi il ressemble. Elle a ensuite fourni à Kenneth toutes les informations importantes sur Brian, comme ses horaires de travail, ses passions, etc. Donc quand Brian a livré les pizzas, Bill et Marjorie savaient que c'était lui. Et d'après elle, Brian et Robert Pinetti n'ont jamais participé à la réunion la veille du braquage. Ils n'avaient rien à voir avec ça. Le journaliste a également contacté Kenneth qui se trouvait en prison. Il lui a demandé si Brian était impliqué, puisque souvenez-vous que c'est quand même Kenneth qui a dit que Brian faisait partie du plan.
Et là, Kenneth a admis que non, Brian n'avait rien à voir avec eux. Il a été piégé ce jour-là. Bon, là vous vous demandez tous certainement pourquoi Kenneth et Floyd auraient menti en affirmant que Brian était complice du braquage. Alors la réponse est simple, peine de mort. Depuis le départ, les enquêteurs ont considéré que Brian était complice du braquage. Et même si on a pu penser à un moment qu'il n'était pas au courant qu'il devrait porter une bombe ou qu'il portait une vraie bombe, eh ben, il était complice. Donc selon la loi, sa mort n'était pas un meurtre. On peut tout au plus parler d'un homicide involontaire, vu qu'il était considéré comme complice de ce qui a ensuite causé sa mort. Si Kenneth et Floyd avaient avoué que Brian avait été piégé, les chefs d'accusation n'auraient plus été les mêmes. Ils auraient été condamnés à la peine capitale. Quant à Marjorie, si ce que Jessica et Kenneth ont dit est vrai, elle n'avait elle aussi aucun intérêt à avouer que Brian n'était pas leur complice et qu'il avait été piégé. Puisque là aussi, elle aurait été condamnée à la peine capitale. Marjorie Diehl Armstrong est morte en prison en avril 2017 des suites du cancer du sein qui avait été diagnostiqué en 2010 et elle a continué de clamer son innocence jusqu'à sa mort. Kenneth Barnes est mort en prison en juin 2019 des suites d'un cancer lui aussi. Floyd Stockton, qui était sorti de prison entre-temps, s'était marié et installé dans l'État de Washington et il est mort en 2022 et peut-être lui aussi des suites d'un cancer. Voilà tout pour l'histoire du Pizza Bomber. Cette étrange affaire de braquage et de chasse au trésor mortel survenue une après-midi d'été 2003. Do you feel that what Jessica said at the end is kind of a moot point compared to what your investigation revealed? Quite honestly, if you look at co-defendants, witnesses, and everyone else that we talked to related to having any information in the case, there is nothing in Jessica's statement that appears to be accurate related to his knowledge. Now, the thing that's accurate that she does say, that I fully agree with as the investigator, is that she introduced him to these people. So she admits that, and that's still accurate. The difficulty we have is the fact that he may not have known what was happening, related to the bank robbery itself, and that's where we differ with some of the evidence that we've had. Again, I only go to evidence, and I don't have any real hope that one way or the other it works out when I'm investigating. I have to follow where the trail of evidence leads and the truth, and what other people had said in it, including people that were independently interviewed that had some involvement in the case. Their information is contrary to that, and that he did have some knowledge, and that he did attend a pre-planning meeting, and that to his credit, he tried to back out, and they forced him to do it and told him it was fake. So either way, Mr. Wells died a horrific death that we'll never forget him for. But the fact that he might not have had knowledge is not really related to the evidence gained. You know, if you look at this case, Marjorie Diehl Armstrong really was the one that came up with the idea to get the money from the bank, to pay Ken Barnes, to kill her father, to get an inheritance. So if you look at the scheme that way, that was her idea to get the money for that reason. However, if you look at the bank robbery and the planning of the bank robbery and the designing of the device and the scavenger hunt and the notes, they have more of Mr. Rothstein's fingerprints written all over it. So he's essentially the mastermind behind the plan. She may have hatched the idea, but he's the one who put the pieces together. That's the way I think the evidence leads, yes. Bon les gars, mais quelle affaire. Vraiment, cette histoire, beaucoup considèrent que Brian Wells est innocent, qu'il n'a jamais été impliqué. Moi, je vous avoue que j'ai encore quelques doutes parce que j'ai trouvé ça étrange qu'il parle de 3 Afro-Américains quand il a été arrêté par la police. J'ai trouvé ça étrange parce que je me dis, ok, on part du principe où il a vraiment été piégé. Voilà, il va livrer ses pizzas, il les connaissait pas, on lui met la bombe autour du cou. On lui dit, oui, mais tu dis quand même ça, etc. Ok, partons du principe qu'il a eu peur. Mais une fois qu'il a été arrêté, que la police l'encerclait, il avait peur de quoi précisément? Donc pourquoi avoir inventé cette histoire d'Afro-Américains? Moi, ça me donne l'impression, au contraire, qu'il tentait de couvrir ses co-complices et qu'il voulait vraiment, en fait, pouvoir s'en sortir. Je sais pas, en plus, effectivement, j'ai eu l'impression que lui-même pensait pas qu'il avait une vraie bombe autour du cou. Mais s'il n'est pas complice, comment il peut savoir
si la bombe est vraie ou fausse. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Enfin bon, en fait là je suis un petit peu KO parce que j'ai beaucoup tourné pour cette affaire. J'ai dû mettre à charger ma caméra à plusieurs reprises, donc ça s'est longuement étalé. Je suis KO, j'ai pas toutes les idées en place, mais j'ai un doute sur l'innocence de Brian Wells parce qu'il y a quelques petits trucs, voilà, il manque quelques pièces au puzzle d'après moi. Et bah oui, Marjorie a emporté son secret dans la tombe. J'ai trouvé ça quand même, je dirais pas étrange. Non, en fait, c'est pas étrange, c'est comme ça, c'est en vieillissant, on se chope ce type de maladie, mais je me dis, purée, ils sont tous morts du cancer. C'est fou quand même. Enfin bon, écoutez, si Brian était innocent, bah ça fait mal au cœur, parce que le mec, enfin, il a... En plus, il se fait filmer et tout, aucun respect. Vraiment, moi, les journalistes, des fois, je les comprends pas. Je me dis, ils ont pas de respect pour la vie humaine, c'est pas possible. Mais le gars, au moment de sa mort, il se fait filmer, enfin... Tout le monde trouve ça normal de filmer un mec qui se fait exploser. Ensuite, ils le mettent quasiment nu à l'endroit où la bombe a explosé. Là encore, on a des journalistes qui filment et qui prennent des photos. C'est un niveau d'immoralité à mes yeux ouais, c'est vraiment le paroxysme de l'immoralité. Et s'il était coupable ou complice, bon, bah, comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est triste, hein, mais c'est comme ça, quoi. Mais je sais pas, cette histoire, je la trouve bizarre, en fait. Vraiment, je la trouve trop bizarre. Je me dis, qui accepterait d'aller braquer une banque avec une bombe autour du cou? Peut-être que l'explication la plus plausible, donc celle du milieu, en fait, c'est qu'il était complice, mais il ne savait pas qu'il s'agirait d'une vraie bombe, et il l'a compris quand bah, la bombe a vraiment explosé. Ouais. Auquel cas, bon, bah, ouais, c'est malheureux. Bon, bref, les gars, je suis KO. Je pense que ça se voit, en fait, parce que moi, quand je suis KO, je déraille et j'arrive plus à aligner des phrases correctement. Donc, je vous propose de mettre en espace commentaire tout ce que vous avez pensé de cette affaire. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire, parce que j'ai mis énormément de temps à tourner. Vraiment, j'en pouvais plus. Là, j'étais asséchée. Donc, laissez-moi en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire et dites-moi si, d'après vous, Brian Wells est 100% innocent, à demi-innocent ou 100% coupable. Voilà. Ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.